Hey tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas avant ça à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire à la fin de la vidéo et puis du coup on va enchaîner. Vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire, du livre que je lis en ce moment sur les plus grandes affaires criminelles, des affaires qui sont françaises. J'ai acheté ce livre du coup puisque j'avais trop envie de savoir quelles histoires ça parlait, les personnes qui étaient dedans, les crimes qui ont été faits. Et au lieu de vous raconter à l'aide d'une petite fiche que j'ai préparée à l'avance, je me suis dit qu'ensemble, on allait lire ce qui allait se passer dans ce livre-là. Je vais vous parler de une seule histoire parce que en fait, je me suis rendu compte que ça allait faire beaucoup trop longtemps au niveau de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons l'affaire de Stéphane Dieterich. Vous pouvez bien en vouloir à Stéphane Dieterich. En juillet 1994, le corps de cet étudiant brillant qui venait de sortir major de sa promo d'école de commerce est retrouvé dans un bois près de Belfort. Le jeune homme à la vie, sans histoire, a été poignardé. Mauvaise rencontre, crime crapuleux, méprise sur l'individu. Pendant près de 20 ans, les enquêteurs vont chercher sans rien trouver, mais l'acharnement de la famille de Stéphane à découvrir la vérité va finir par payer. Le 4 juillet 1994, Stéphane Dieterich, un étudiant de 24 ans, profite de ses premiers jours de vacances chez ses parents. Il passe sa journée à faire les magasins avec sa maman. Le lendemain, il doit partir avec son ami Christophe Blint dans le sud de la France. Un repos bien mérité, ce brillant étudiant vient d'obtenir son diplôme de commerce en sortant major de sa promo. Le soir, Stéphane fait sa valise. Il dîne avec sa mère. Il lui dit qu'il n'a pas envie de sortir car il doit prendre la route très tôt. Vers 22h, Stéphane reçoit un coup de fil de Christophe qui souhaite le voir pour régler quelques détails avant le départ. Stéphane dit à sa mère qu'il va le faire un tour, qu'il s'absente 15 minutes. Il ne prend même pas ses clés, que sa carte bleue. Stéphane entre dans la voiture de son camarade qui démarre. 1 heure plus tard, sa mère commence à s'inquiéter. Rentrer tard sans prévenir, ce n'est pas du tout le style de son fils. L'attente va durer la nuit entière. Au petit matin, il se décide à appeler Christophe qui lui explique avoir déposé son ami à la fête foraine du fort. Atri avant de rentrer chez lui. Au même moment, ce matin-là, le commissariat reçoit un appel anonyme. Un corps a été découvert au bois Joli. Il est 7h40 quand les policiers se rendent sur les lieux. En bordure de chemin, le corps n'est pas dissimulé. La victime est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est en partie dénudé, son short est posé à côté de son corps. Il a été poignardé à plusieurs reprises. Les policiers ratissent la scène de crime, mais ils ne trouvent rien d'évident à exploiter. Ni empreinte, ni branche cassée, ni mégot. Pas même une trace de sang, la priorité de mettre un nom sur ce cadavre. Le corps est transporté à l'hôpital de Belfort pour autopsie. De son côté, Roland Dieterich demande à Christophe Blint, le dernier à avoir vu Stéphane, de bien vouloir l'accompagner en voiture au commissariat pour signaler la disparition de son fils. Là, elle entend les policiers parler d'un corps retrouvé le matin dans les bois. Roland Dieterich comprend que c'est son fils, Stéphane, dont il s'agit. Les policiers qui, eux aussi, ont fait le rapprochement demandent aux proches de Stéphane de se rendre à la morgue pour identifier le corps. C'est Paul, le papa de Stéphane, accompagné de Roland et d'Yves, un ami de la famille, qui ouvre le sac mortuaire. Il reconnaît aussi son fils. Pour tout le monde, c'est la stupéfaction. Personne ne pouvait imaginer que ce brillant étudiant de 24 ans puisse un jour être assassiné. Stéphane est le fils d'un cadre de banque et d'une mère au foyer. Petit dernier, il est dans un milieu aisé. Il grandit choyé par ses parents et par son grand frère. Sylvain, devenu son confident, quasiment son meilleur ami. Stéphane a beaucoup d'ambition. Il se consacre presque exclusivement à ses études, qu'il réussit brillamment. Dans le peu de temps libre qu'il s'accorde, il aime jouer un peu d'argent en bourse. Il en gagne, en perd aussi, mais jamais de grosses sommes. Décrit par tous comme gentil, studieux, serviable, ses relations amoureuses, avec lesquelles il ne s'appesantit jamais. Si bien que la plupart de ses proches n'ont jamais su s'il avait une copine ou un copain. Car Stéphane est tellement discret que ses amis ne savent même pas s'il est hétéro ou homosexuel. On sait que le sous-bois, où il a été découvert, en périphérie de la ville, peut habiter du trafic de stupéfiants et qu'il s'y déroule des échanges amoureux et sexuels. L'autopsie a lieu 2 jours après le meurtre, le 6 juillet, à l'hôpital de Belfort. Elle montre que Stéphane Dieterich n'a même pas été en mesure de réagir face à son agresseur. Pas de blessure sur le bras,
ou sur les mains pour se protéger. En tout, il a reçu 11 coups de couteau, portés plus ou moins violemment. Un détail intrigue le médecin légiste, les vêtements ne sont pas perforés. La victime devait donc être nue ou n'avait gardé que ses chaussures au moment du meurtre. Stéphane a-t-il été tué après ou pendant un acte sexuel? Le médecin ne se prononce pas. On ne pratique pas de test ADN à cette époque-là. Le médecin fixe l'heure du décès entre 22h15 et 5h du matin. L'autopsie révèle ainsi que Stéphane connaissait probablement son tueur. Il était presque sur le point d'avoir une relation sexuelle avec lui. Les enquêteurs vont alors s'intéresser à la dernière personne à avoir vu Stéphane vivant et tenter de retracer la dernière soirée de la victime. Pour cela, ils interrogent Christophe Blin, l'ami avec lequel il devait partir en vacances et avec qui il est allé faire un tour à 22h. Selon Christophe, en partant de chez Stéphane, les deux amis seraient d'abord allés retirer 500 francs. Juste après, Stéphane aurait confié à son ami qu'il avait un rendez-vous et il lui aurait demandé de les déposer à la fête foraine du fort Arty, à 2 km. Stéphane serait descendu de la voiture vers 22h30. Il serait ensuite dirigé seul vers la fête foraine sans préciser qui il devait rencontrer. Cette déclaration laisse les enquêteurs perplexes. Pourquoi Stéphane serait-il allé à un rendez-vous alors qu'il n'était même pas habillé pour le froid et la pluie? Pourquoi ne serait-il pas repassé chez lui? Pourquoi n'aurait-il pas prévenu sa mère, comme il en avait l'habitude dans ces cas-là? Interrogé pour la deuxième fois, Christophe doit alors narrer sa nuit complète aux enquêteurs. Il raconte qu'en arrivant chez sa petite copine de l'époque, il ne s'est pas couché tout de suite. Il serait parti se balader au bord du canal et serait rentré vers minuit. Sa petite amie était alors en vacances loin des Belfort. Elle ne peut donc absolument pas confirmer ces allégations. Encore plus énigmatique, le jeune homme se serait réveillé tôt le matin du 5 juillet pour aller laver sa voiture. Mais il y a encore plus curieux, pendant la garde à vue de Christophe, Rolande Dietrich dit au policier qu'elle a vu la carte bleue de son fils dans la voiture de Christophe quand celui-ci l'a conduite au commissariat. Confronté à ces informations, Christophe répond que son ami l'a tout simplement oublié en se rendant à la fête foraine, mais il n'y a ni preuve ni mobile contre lui. Et alors, pourquoi Christophe aurait-il fait du mal à son ami de longue date? Christophe a 25 ans. Il vient d'un milieu plus populaire que Stéphane, a connu un parcours scolaire chaotique et c'est grâce aux conseils de son copain qu'il est retourné sur les bancs de la fac. Pour payer ses études, il travaille comme pigiste au service des sports d'un journal local, Le Pays. Dans la famille Dietrich, tout le monde le connaît et l'apprécie. Pour les enquêteurs, il apparaît tout de même que la relation entre Stéphane et Christophe était très liée à l'argent. Stéphane aide financièrement son ami, notamment quand ils sortent et quand ils partent en vacances. Le suspect avoue que, contre rémunération, il lui sert de prête-nom dans des opérations boursières. D'ailleurs, où sont passés les 500 francs retirés le soir du drame? L'argent serait-il le mobile tant recherché par les policiers? La piste est trop maigre, pense-t-il, et difficilement défendable devant un tribunal. On ne tue pas quelqu'un pour 500 francs. Christophe, lui, ne change jamais de version et il est très affecté par la mort de son ami. Les policiers le pistent et le mettent sur écoute, mais rien n'en ressort. Malgré les soupçons, mais en l'absence de preuves, il est mis hors de cause. Les enquêteurs préfèrent le relâcher dans l'espoir de réinterroger plus tard sous le régime de la garde à vue. La garde à vue est la présence de l'avocat. Le régime de la garde à vue a beaucoup évolué. Longtemps, seuls les juges étaient habilités à entendre les suspects. Policiers ou gendarmes se limitaient à les interpeller et à les mettre à disposition des magistrats. Comme le rappelle Maître Henri Leclerc, la garde à vue est ignorée au XIXe siècle. L'instruction préparatoire est conduite par le juge d'instruction sans que l'inculpé soit assisté d'un avocat et puisse prendre connaissance de son dossier. La loi du 8 décembre 1897 met fin à cette procédure presque totalement inquisitoire, permettant à l'avocat d'assister aux interrogatoires et d'avoir connaissance du dossier. Afin de contourner ces nouvelles dispositions, se met aussitôt en place, de façon jugée illégale pour la plupart des commentateurs juridiques, la pratique de l'enquête officieuse au cours de laquelle policiers et gendarmes retiennent dans leurs locaux, interrogent des personnes en secret, sans défense et sans communication des éléments à charge. Le décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie prévoit une rétention de 24 heures, puis une circulaire de 1943 en définit mieux les contours. Les magistrats
sous-traite aux enquêteurs les interrogatoires, invente même une concurrence entre policiers et gendarmes, quels que soient les territoires d'intervention. En utilisant la compétence judiciaire départementale des militaires responsables de missions de prévôté contre les déserteurs, notamment, pour leur confier des enquêtes dans les territoires urbains. Il faut attendre 1958 pour que le Code de procédure pénale encadre le système. L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toutes les personnes à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. L'article 62-2 du Code de procédure pénale ne prévoit que 6 raisons pour la garde à vue, sans en préciser le cadre ni le fonctionnement. Il faut attendre 2011 pour que cette question progresse et les aveux n'en font pas partie. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels, empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches, empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses co-auteurs ou complices, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Des erreurs judiciaires retentissantes, notamment dans les affaires d'Île ou Machin, ont largement mis en doute les aveux obtenus. Dans l'affaire Selmouni et Rivas, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi condamné la France pour torture et traitement inhumain. Le film Garde à vue marquera aussi les esprits. Depuis 2011, l'avocat doit être présent à côté du suspect dès la première heure de la garde à vue. La durée de la garde à vue est de 24 heures, décidée par un officier de police judiciaire et sur réquisition du procureur. Renouvelable une fois par celui-ci, un régime dérogatoire existe pour certaines infractions prévues à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, infractions en bande organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme, traite des êtres humains, proxénétisme, extorsion, fausse monnaie, blanchiment, délit relatif aux armes et explosifs accordés par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction. Il porte à 2 prolongations de 24 heures supplémentaires ou à une prolongation de 48 heures supplémentaires. La durée de la garde à vue, soit 96 heures au total. Le juge des libertés et de la détention peut encore la prolonger de 24 heures renouvelables une fois, ce qui porte à durée totale de 6 jours en cas de menace d'attentat imminent ou de nécessité de coopération internationale. Après la fin de la garde à vue de Christophe Blin, les policiers sont dans la passe. En parallèle, un collègue d'une autre brigade mène depuis le début sa propre enquête avec une hypothèse qui fait froid dans le dos. Stéphane Dietrich aurait été victime d'un tueur en série. Alain Duvernois est alors commandant de gendarmerie. En 1994, il enquête sur le meurtre d'un jeune étudiant homosexuel à Sochaux et tente d'établir un lien entre une quinzaine de meurtres du même type. Dans l'est de la France pendant plusieurs années, il pense que le meurtrier de Stéphane Dietrich est le même, car le mode opératoire est identique. Les investigations le conduisent à suspecter un homme de 69 ans, transformiste, qui vit dans la région de Sochaux et qui connaît le Bois-Joli, puisqu'il a été arrêté en galante compagnie un an avant le meurtre de Stéphane. Mais là encore, malgré une mise en examen, les poursuites s'interrompent faute de preuves. 6 mois passent sans qu'aucun indice ne vienne relancer l'affaire. Mais en mars 1995, coup de théâtre, un homme se présente à la porte des Dietrich. Il s'appelle Dominique Elgolf. Roland est stupéfaite de la ressemblance avec son fils. Dominique lui dit qu'il est persuadé que c'est lui qui a été visé. Ce militant écologiste, notamment opposé à la tenue du festival des Eurocaines, Belfort, trop polluant selon lui, pense être sous la menace constante d'opposants politiques. Cette piste est prise très au sérieux et fait à la une de la presse de l'époque. Dominique Elgolf raconte que la journée du 5 juillet, il était vêtu comme la victime d'un short et d'une chemisette et qu'il avait fait signer des pétitions dans la rue de Belfort. Fort possible qu'une fois la nuit tombée, on ait confondu Stéphane avec lui.
les policiers creusent cette piste qui ne trouve rien. Ils jugent finalement l'hypothèse de Dominique farfelue, d'autant que le militant a tendance à rechercher l'intérêt et la publicité des médias pour s'intéresser à sa cause. Malgré les différentes pistes qui n'aboutissent pas, malgré le découragement qu'il a maintes fois accablé, Sylvain Dieterich n'abandonne pas. Concert hommage, alerte des médias, pendant des années, il multiplie les initiatives pour faire vivre la mémoire de son frère Stéphane, et cela va payer. En 2013, le nouveau procureur de Belfort, Alexandre Chevrier, fait le tour des dossiers non élucidés et décide de s'intéresser de plus près à l'affaire. Il rencontre la famille, son courage, son abnégation, son humilité vont le convaincre de tout faire pour trouver le coupable. Le procureur demande que les scellés fassent l'objet d'une nouvelle analyse d'ADN, en particulier les poils et les cheveux récoltés dans le coffre de la voiture de Christophe Blind. Ce dernier avait déclaré lors de sa première audition être allé laver sa voiture très tôt le matin à 5 heures, le 5 juillet. En entendant ça, les enquêteurs de l'époque étaient allés aspirer tout ce qu'il pouvait l'être dans le coffre du jeune homme. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe. Un poil appartenant à Stéphane a été retrouvé dans le coffre. C'est un indice probant qui permet de relancer l'enquête. En décembre 2014, Ahmed Rahl, un petit caïd de Belfort au casier judiciaire bien rempli, fait une révélation fracassante à la famille Dieterich. En déménageant une boutique, il est tombé sur le flyer d'un concert hommage à Stéphane, puis en regardant une émission de télévision parlant de l'affaire, il a eu un flash. 2 semaines avant le meurtre de Stéphane, un surveillant de son lycée était venu le voir pour lui demander, pour 10 000 francs, il pouvait faire peur ou tuer quelqu'un. 24 heures plus tard, il a reconnu ce surveillant à la télé. C'est Christophe Blind. Son témoignage semble crédible. Les policiers disposent à présent d'un poil retrouvé dans le coffre de la voiture de Blind et d'un témoin. Ils convoquent Christophe Blind et le placent en garde à vue. L'homme vit désormais dans le sud de la France. Il a quitté Belfort quelques mois après l'assassinat de Stéphane et a coupé les ponts avec la plupart des gens dans le doute. Depuis, il mène une vie assez instable, professionnellement et personnellement. Il n'est pas marié, n'a pas d'enfant, enchaîne les conquêtes et il a quelques problèmes avec la justice, violence domestique, extorsion de fonds sur une vieille dame. Les policiers vont cette fois mettre en place une stratégie pour le faire craquer. Lors des 3 premiers interrogatoires, il le laisse raconter ce qu'il a toujours raconté. Il lui signifie qu'il dispose d'un témoin qui se souvient d'avoir été approché pour tuer quelqu'un contre de l'argent. On fait venir Ahmed Rahl. La confrontation entre les 2 hommes ne donne rien. Les policiers comprennent que cela a suffi à ébranler Blind, qui passe aux aveux et raconte tout. Il a tué Stéphane sans le vouloir. Il dit qu'il était sous emprise et qu'il l'admirait et que ce dernier lui aurait imposé des actes sexuels non consentis. La veille du départ en vacances, Blind serait allé chercher Stéphane pour lui dire qu'il voulait que ça... La veille du départ de vacances, Blind serait allé chercher Stéphane pour lui dire qu'il voulait que cela cesse. Stéphane aurait refusé et voulu avoir une relation. Blind explique l'avoir conduit au Bois Joli pour lui faire peur, que c'est à ce moment-là qu'il lui a asséné le premier coup dans le ventre. Il dit ne pas se rappeler de la suite, mais reconnaît s'être rendu à Sochaux la veille pour acheter le couteau qui a servi d'arme du crime. Il est mis en examen pour assassinat et écroué. Pour la famille de Stéphane, c'est à la fois une immense surprise et un soulagement. Soulagement qui sera de courte durée quand ils apprendront la nature des aveux de Blind. Les policiers ont réussi à faire Christophe Blind, en lui faisant croire qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux, puis en faisant venir un témoin. Interrogatoire. Depuis toujours, la pression fait partie de la recherche de l'aveu. On est passé de l'ordali, le jugement de Dieu, à l'interrogatoire. Et de la question torture prisée par l'Inquisition, la procédure française est toujours très inquisitoire, à la différence des pays de habeas corpus plus accusatoire à la pression bad cop, puis good cop, bad cop. C'est la méthode qui a longtemps servi de modèle. Cette technique de pression psychologique a été développée aux États-Unis par John E. Reid dans les années 1950. Il est psychologue, expert en polygraphie et ancien policier à Chicago. Les critiques affirment que cette technique entraîne un taux inacceptable de faux aveux, en particulier de la part des mineurs. Après ces aveux, Christophe Blind a été incarcéré dans l'attente de son procès.
Il élabore une stratégie de défense où il se pose en victime de Stefan Dietrich. En février 2019, 25 ans après les faits, se tient le procès de Christoph Blind pour le meurtre de son meilleur ami Stefan Dietrich. La stratégie de défense de Christoph Blind, selon lui, il subissait un harcèlement sexuel de la part de Stefan Dietrich. N'en pouvant plus, il a voulu lui faire peur avec une arme, mais la colère a pris le dessus sans qu'il ne s'en rende compte. Les jurés ne sont pas convaincus. D'une semaine d'assises, Christoph Blind est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Pour assassinat, la famille de Stefan vit mal ce procès. Avec la défense de Blind, ils ont l'impression que les rôles sont inversés. Stefan est le monstre et Christoph la victime. Aujourd'hui, encore, ils se battent pour que cette personne ne donne du crédit à cette histoire de harcèlement sexuel. Christoph Blind n'a pas fait appel à sa condamnation. Il purge sa peine. Et voilà pour cette histoire. J'avoue qu'elle a été vachement courte par rapport à d'autres que j'ai pu lire dans ce livre-là auparavant. Ben écoutez, en vrai, un meilleur ami qui est peut-être jaloux, qui peut-être avait une attirance. En tout cas, c'était la première fois que je lisais une affaire criminelle. Je suis désolée, mon élocution n'est pas forcément parfaite. Je bafouille énormément quand je raconte quelque chose que je lis. J'en suis vraiment désolée. Je vais essayer de m'améliorer et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Je continuerai d'en lire tout simplement. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette histoire-là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!